Ça m'a fait un choc parce que c'est à qui ferait pas un choc? Ça me fait drôle. Pourquoi ça te fait drôle? Bah, parce que je suis pas habitué. Enfin, je suis habitué avec toi dans un autre contexte. Oui. Contexte Aja. Bah, oui, c'est vrai. Moi aussi, ça me fait un petit peu drôle qu'on se retrouve comme ça. C'est très feutré, c'est très calme. Alors que j'ai là, c'est bordélique, il y a du monde partout, Ah, ça n'arrête on pas. parle de tout. Ouais, ça fait que bouger. Et là, bah, d'un côté, c'est un moment qu'on a pour nous, Hermano, Ouais. et ça fait plusieurs semaines qu'on te le dit avec Marine, avec qui je travaille, et avec Capucine, qu'on a envie de se créer cette petite bulle, ce petit moment tous les deux où on va pouvoir C'est vrai. échanger, partager. Je t'avais fait une mini interview, tu te souviens à l'époque où c'était les Princes 7, Oui. je crois, tu arrivé dans les Princes 7, c'était les tout débuts de l'agence de l'amour, c'était sur W9, on s'était vu en conférence de presse, Oui. il y avait un brouhaha incroyable, Incroyable. on pouvait pas Du parler. tout. C'était un planning hyper chargé parce qu'on avait genre 10 minutes pour toi, 10 minutes pour des autres, il faut courir partout. C'était hallucinant quoi. Et justement, c'est drôle parce que j'en parlais à Marine et tout ça. Je disais, mais la première fois que j'ai connu Sam, c'était sur ça. Oui. Et j'avais que tout le monde disait, fais attention à Samzira, fais attention à Samzira. Ah bon? À l'époque, ouais. C'est vrai. Vas-y, balance, raconte. Ben c'est ça, il me disait Qu'est-ce qu'il tout. t'avait dit avant la conférence de À presse? chaque fois, il me dit, fais attention à ce que tu dis avec Samzira, parce qu'après, il va faire ça, il va monter des choses. Je dis, oh là là. Ah mais alors pour le coup, moi je montre rien. Ça veut dire que le discours que mes invités ils ont, contrairement à leur programme, Exactement. je ne transforme pas les propos de mes invités. Et je peux le confirmer. Parce que maintenant que je travaille avec toi, je le sais, mais pertinemment. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que mes interviews, elles sont souvent très longues et qu'elles sont Exactement. presque de 1 heure, voire plus. Hein. Exactement. Justement parce que c'est important pour moi de ne pas faire de choix et que le moment qu'on partage aujourd'hui, Hermano, avec nos communautés, eh ben, ce soit le moment que eux verront aussi. Voilà. Tout à fait. Sans choix de « Ah ben ça j'aime pas, ça je le mets pas, ah ben ça je vais le mettre avant et je vais… Elle a dit qu'elle aimait le dauphin ?» Non, en fait elle l'aime lui. Exactement ce qu'ils font sur les productions, sur les tournages, tout c'est très bien. Et malheureusement, Donc, je ne j'en le ai sais été que trop. entre guillemets victime, pas victime. Parce que... Hermano, Bon. c'est le petit Oh là Hermano. là, ouais, c'est le tout petit Hermano. T'as quel âge là? J'aurais, je pense, 2-3 ans, pas plus. T'es où? T'es en Italie? Je suis en Italie, en plus je reconnais là, je suis dans le jardin de ma grand-mère, Ouais. qui est décédée malheureusement. Quel souvenir t'as de cette petite enfance et du tout petit Hermano? C'était un Hermano différent de ce qui c'est bien évidemment l'Hermano actuel. C'était un Hermano qui était très famille, qui aime la vie encore, hein, bon ça. Un Hermano qui débutait dans la vie quoi. Comment Tout t'as le- grandi? Dans quel cadre familial? Quels sont les souvenirs que t'as, que tu conserves aujourd'hui? Alors pour moi la famille c'est très très importante, forcément, c'est la base pour moi et je pense qu'en général ça devrait l'être pour tout le monde. Et j'ai eu une enfance, disons que jusqu'à l'âge de 8-9 ans, tu ne te rends pas vraiment compte. Ok. J'ai toujours eu une famille assez unie, donc je ne peux pas me plaindre sur ça. J'ai eu beaucoup d'amour, surtout maternel, même trop, parce qu'après c'est révélé un peu un amour presque trop fort, trop présent. Mais disons que jusqu'à l'âge de 8 ans, 9 ans, ça allait assez bien. J'avoue que malheureusement, j'ai des souvenirs pas super cool par rapport à mon père et ma mère, que d'ailleurs ils sont encore ensemble. Mais à l'époque, il y avait, ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Donc beaucoup de disputes, etc. Beaucoup de disputes auxquelles j'aurais jamais voulu assister. Et qui en fait, le problème, le problème c'est qu'il reste gravé dans ta mémoire. Et moi j'ai une très 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 bonne mémoire. Et du coup, surtout au niveau d'image. Et du coup, bah oui, j'ai des images que j'aurais aimé ne pas avoir, quoi. Enfin, j'ai vu des assiettes partir, des bagues partir, ma mère qui s'élève une nuit parce qu'elle voulait partir de la maison, mon père qui essaie de l'arrêter. Enfin, des choses assez... jamais de la violence, ça c'est important, mais quand même des images perturbantes.
pour Et- ce que c'était un gamin. Et tu as grandi en tant qu'enfant, en tant que jeune homme, si je ne me trompe pas, avec un lourd sentiment de tristesse. Ouais, Tu as été triste, très jeune. ouais, oh là. Ouais, j'ai été très triste, très jeune. J'ai appris que la tristesse, ça fait partie de l'être humain. Que, qu'il faut vivre avec et que tu apprends à fur et à mesure à la surmonter. Mais il faut du temps. Pourquoi fallait que tu vives avec la tristesse? Pourquoi tu te disais ça aussi jeune? Et tu avais quel âge quand tu as commencé à être triste? J'avais. Alors, moi, j'ai toujours été un gamin plein d'énergie. Et ça, il y a des moments où tu es un peu sensible. Tu te rends compte que vis-à-vis des autres, parfois, c'est dérangeant sur les autres, par rapport aux autres. Donc, c'était presque devenu lourd l'effet d'être quelqu'un de hyper expansif, de très solaire et tout ça. Parce que les autres, parfois, ils ne l'acceptent pas. Et, et tu vois, il y a un moment où tu es obligé à te relationner à la société. Et malheureusement, à t'adapter. Mot qu'à mon avis, il ne faudrait jamais vraiment utiliser. Enfin, ça dépend dans quelle situation, mais tu es obligé à t'adapter. Et du coup, j'étais obligé à mentir à moi-même pour faire si que les autres puissent, entre guillemets, m'accepter. Donc tu faisais semblant d'être quelqu'un? Ouais. J'ai joué un personnage pendant longtemps. Je faisais semblant d'être l'enfant parfait, gentil, toujours qui faisait tout ce que les gens lui demandaient. Enfin, pour moi, le non, ça n'existait pas. Il me demandait quelque chose, pour moi, c'était toujours oui, oui, oui. Et comment ça se fait qu'à l'âge de 14-15 ans, donc dans l'adolescence, tu te retrouves bloqué? Tu te Exactement. retrouves devant ton école, bloqué, tu ne peux pas rentrer, comme tétanisé. Ouais. Et effectivement, tout a commencé. Disons que la grande tristesse, et ce qui après, il faut l'appeler avec son nom, c'est la dépression, a commencé justement à l'âge de 14 ans pour la première fois. C'est tôt. Ouais. C'est tôt, donc j'étais obligé de faire face avec ma famille à ça. Et en fait, il n'y a pas j'ai dit la vérité à l'époque, parce que maintenant j'ai un autre âge, mais à l'époque, j'avais aucune explication. Aucune. Parce que tu vois, à 13-14 ans, c'était même pas une question d'homosexualité, par exemple. D'accord. Parce qu'à l'époque, je pensais pas du tout à ça. C'était vraiment un rapport vis-à-vis des autres, à comment les autres ils me voyaient, à qu'est-ce que les autres attendaient de moi. Et ça a créé à moi l'effet d'avoir créé un personnage pendant longtemps, a créé à moi un gros poids, très lourd. Et effectivement, j'ai eu des crises d'angoisse, de panique, de la panique. Et du coup, bah, physiquement, mais je te jure, je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est quelque chose que tu ne peux pas gérer en fait. Physiquement, tu es bloqué. Mes nerfs, mes muscles ne bougeaient plus. J'étais bloqué face à l'entrée de l'école. J'arrivais pas à y aller. Donc, au début, ma famille, elle ne comprenait pas, et moi non plus. Tu pensais que c'était du caprice? Oui, exactement. Donc, ma sœur, elle voyait ma mère pleurer. Donc, déjà, c'est pour un enfant, pardon, voir sa mère pleurer, c'est quand même dérangeant, parce que ça fait mal. Ça fait mal, oui. Ça fait mal, surtout quand tu sais que c'est ta faute. Parce qu'à ce moment-là, je voyais comme c'est ma faute. Parce Ma qu'elle se mère, elle sentait pleure. impuissante? Ouais, elle se sentait impuissante, elle me disait pourquoi tu me fais ça, je comprends pas. Et toi, ça devait accroître en plus ton sentiment de déception. Tu as peur de décevoir les autres. Exactement, exactement, Donc le problème, il s'amplifiait. exactement. Et ma sœur, elle me prenait avec la force, elle me ramenait à l'école. Et au début, disons que la chose après s'est calmée. Je n'ai pas eu de problème, entre guillemets, pendant encore 2 ans. Jusqu'au moment où la chose a ressorti, quand j'ai commencé le collège, d'une façon beaucoup plus violente. De quelle façon? Et ben, de l'essence que physiquement, je n'arrivais plus à l'école à nouveau. Et surtout, c'est sorti d'un côté très violente. Je dirais pas méchante parce que c'est pas de la méchanceté, mais c'est de la violence dans le sens que j'ai cassé tout ce que j'avais à la Tu maison. avais de la violence en toi. Ouais, Tu avais de la colère en toi. ouais. Ok. Et cette colère, elle se manifestait comment? Bah, j'ai cassé tout ce que j'avais dans ma chambre. Chez toi? Tout, ma mère, elle essayait de venir vers moi, on s'est battre, non, c'est un gros mot, mais on s'est repoussé, tu vois, des choses physiques. Donc tu étais dans la dualité, Ouais. dans un conflit Dans envers un toi conflit. qui te mettait en conflit avec ce que t'aimais.
Oui. Et c'était très dur jusqu'à l'âge de 17 ans où en fait j'ai essayé de me suicider. À 17 ans? Ouais, À, à- à cause de tout ce mal-être que tu avais, de toute cette colère que tu avais en toi, de l'incompréhension que tu avais? ouais. Tout il n'y avait pas des réseaux, hein. Donc je poste pas des trucs comme ça. Euh, C'était très compliqué parce que j'étais un enfant très aimé. Et du coup, je sentais ce sens de culpabilité vis-à-vis de ma famille, même si à la base, ils en étaient un peu responsables. Parce que les angoisses que je vivais, c'était des angoisses qu'eux-mêmes ils avaient et qui réversaient sur moi, mais sans faire exprès. Bien sûr. C'était Parce pas qu'il faut volontaire. faire attention à ça, parce que Oui. c'est important. Oui. Et j'imagine que tu as envie de blesser personne. Exactement. Mais l'amour, que c'est la chose plus importante de la vie, ça peut faire mal aussi. Donc un geste d'amour trop fort, parfois, n'a pas la juste réaction sur la personne à laquelle tu... C'est-à-dire, tu veux dire que tu étais trop protégé, J'étais très trop protégé. couvé? Oui, aussi. Et surtout, euh, j'ai joué cet hermano qui n'existait pas. C'était dur. Et c'était très compliqué pour moi, pour faire si que tout soit parfait. Qu'il n'y avait pas de problème dans la famille, qu'il n'y avait pas de problème à l'école. Mais est-ce que tu ne penses pas que tu jouais ce rôle-là pour être un petit hermano parfait auprès de tes parents parce que tu assistais à des scènes que tu ne devais pas voir, parce que tu voulais réconcilier plutôt que de créer du désordre, des Exactement. désaccords, plus de problèmes, plus de feu au sein de la famille. Donc tu devais peut-être te sentir responsable de quelque chose que tu ne pouvais pas porter. Exactement, c'était exactement ça. Et surtout, j'ai toujours cru, dans une façon pas rationnelle, bien évidemment, que mon père, ce n'était pas la personne pour ma mère. Et j'ai essayé de le remplacer, dans une façon fictive forcément, vis-à-vis de la vie de ma mère. Parce que ma mère, elle parlait beaucoup avec moi. Sauf que parfois, enfin, quand tu es un gamin, tu as 15 ans, 16 ans, tu ne peux pas forcément comprendre ce que c'est le monde adulte. C'est-à-dire qu'elle te racontait des détails personnels, Oui. intimes, de la vie de couple. Exactement. Et du coup, elle poussait pour que j'aille une image pas juste, pas correcte de mon père. Mais elle faisait pas exprès. En fait, c'était son point de vue. Et vu que Oui, moi, sa j'écoutais ma perception. mère, voilà, sa perception. Et vu que moi, j'ai toujours écouté ma mère, et ben à l'époque, pour moi, c'était la vérité. Et est-ce que tu as culpabilisé d'avoir cette image de ton père? À 21 ans, après, ouais, quand j'ai eu 20 ans, oui. Et là, et après, j'ai compris. J'ai compris que c'était pas forcément le cas. Oui, mon père, il n'est pas non plus la perfection, hein. Enfin, c'est normal. Parce que là, tu me Mais- parlais de l'aspect du collège, mais Ouais. au lycée, cette tristesse, et toi tu dis, il faut mettre les bons mots, ça s'appelle de la dépression. Ouais. C'est-à-dire que toi tu dis que c'était pas un état dépressif, Non, non, moi j'étais en T'étais- dépression. plongé dans une dépression. Oui, et c'est là que ma famille, enfin, après les années avant où j'ai eu cette petite crise d'angoisse, qui après s'était calmée, et ils sont revenus quelques années après, quand j'ai commencé le collège, c'est là qu'effectivement, ma mère et mon père, ils ont compris qu'en fait, j'étais dépressif et que j'avais besoin d'être suivi par un Et psychologue. tu as été suivi pendant plusieurs années au lycée. Oui, exactement. Mais malheureusement, j'ai raté 2 ans d'école parce qu'en fait, j'arrivais même pas à monter dans un bus parce que j'avais l'impression que les gens ils me regardaient et qu'ils rigolaient de moi. Tu vois, c'était un ensemble des choses. C'est dingue. Et aujourd'hui, tu fais, tu fais un métier qui est à l'opposé de Mm. tout ce que tu ne voulais pas avant. Et je suis très content. Ah oui, je le sais. Je le sais. C'est beau même. Ouais. Et est-ce que c'est à ce moment-là, et est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le vitiligo, parce que ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps, tu te souviens, c'est toi qui me Oui, l'as dit. oui. Alors tu l'as fait avec beaucoup d'humour parce que tu es quelqu'un Oui. qui, je te connais un peu mieux Bah maintenant et j'ai compris que tu remplaçais certaines émotions par l'humour, par les blagues, C'est vrai, tout à fait. voilà, tout ça. et, euh, et tu le fais très bien. Et est-ce qu'il y a un lien entre le vitiligo Oui. et cet état de cette dépression? Tout à fait, parce qu'en fait, il faut aussi connaître la vitiligo. Le vitiligo, Voilà, c'est qu'est-ce une que vraie maladie de la peau. Ça peut être génétique ou
dû à un coup de stress. Voilà, par exemple, si vous connaissez le mannequin très célèbre Winnie Harlow, Exactement. voilà, qui est célèbre justement, elle en a fait sa force, hein, Exactement. son vitiligo. Exactement. Mais c'est psychologiquement très très compliqué. En soi, la maladie, elle n'est pas grave. C'est une maladie, mais elle n'est pas grave. Elle te donne des taches. C'est une dépigmentation de la peau. Et ça ne se voit pas Et ça ne se voit pas. quand on te voit comme ça, Hermano. Là, j'en vois peut-être un petit peu sur la main, c'est tout. Exactement. Mais Ouais, c'est très léger. Tout à fait. Moi, il faut être honnête aussi, moi j'ai la chance que j'ai des petites taches sur la main, j'ai une petite tache là, le sexe, je te le dis clairement aussi. Mais c'est des petites taches. Mais psychologiquement, ça fait mal quand même, parce que tu ne te reconnais pas physiquement. Tu as peur, tu ne comprends pas. Il y en a, comme le mannequin de laquelle on parlait, et d'autres gens que je connais, qui ont la vraie, enfin, un vitiligo beaucoup plus présent. Ils ont des grosses taches ici, le visage complètement blanc. Et c'est très très dur à affronter psychologiquement. C'est très dur. Parce que la société nous impose, entre guillemets, une image pas véridique de la vie. Parce qu'il y a plein de choses dans la vie qu'on ne connaît pas, mais qui existent, comme la vitiligo par exemple, comme d'autres maladies, comme la dépression. La dépression, c'est une maladie. Les faits que tu ne le vois pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'existait pas. C'est comme à l'époque le Covid, que les gens disaient n'existait pas. Ce n'est pas qu'elle n'existait pas parce que tu ne le vois pas. Les choses existent même si tu ne les connais pas. Ouais, la pensée n'existe pas pourtant, enfin, on ne la voit pas, pourtant elle existe. Exactement. Et la vitiligo, moi je l'ai eu à partir de 17 ans justement, car vu que moi je cumule beaucoup d'émotions, d'états d'esprit et tout ça, et bah physiquement après le corps, c'est comme un temple le corps. Il faut le garder, il faut le soigner. Et bah il a ressenti ce problème et il a ressorti physiquement, la dépression a été ressortie physiquement sur ma peau. Donc à cause de ma dépression, j'ai eu la vitiligo, j'ai été victime de la vitiligo. Donc ton vitiligo, pour toi, ce sont des marques de ta dépression. C'est ta Ouais. dépression qui parle. Je ne l'oublierai jamais du coup, parce que je le porterai avec moi toute la vie. Donc oui, ça fait partie de ma dépression, tout à fait. Et beaucoup de gens, beaucoup de gens sont victimes de dépression, qui sont dépressifs ou qui ont des problèmes. Et ben le corps réagit. Il faut l'écouter, le corps, toujours. Et le corps réagit. Quand tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, il y a toujours une explication en général. Tu as appris à les aimer, ces taches? Oui, oui, on peut dire que j'ai appris à les aimer. J'ai appris je dirais plus que les aimer, à les accepter. Ils font partie de moi et ils seront toujours là. Donc, Ça ne part pas. non. Tu t'es renseigné? Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de cure. Oui, ils disent que tu pourrais faire de certaines choses, des traitements, mais en réalité, ça n'existait pas, une vraie cure. Ça peut se développer? Ça peut se développer aussi, ou peut-être aussi qu'elle disparaisse toute seule. D'accord. Voilà, ça aussi. Moi, par exemple, quand j'avais 18 ans, je l'avais là, sous le visage. Ah, Et donc ça a après, disparu. Voilà, ça a disparu. Mais déjà, ça ne se voyait pas à l'époque. Mais bon, moi, je le voyais forcément. Quand tu as un défaut, tu le vois. Un défaut, c'est pas un défaut, mais quand tu as quelque chose que tu ne reconnais pas, tu le vois tout de suite. Et moi, je le voyais. Mais tout ça, c'est vis-à-vis des autres que c'est chiant aussi. Parce que les autres, ils sont toujours capables de faire remarquer que tu n'as pas envie de remarquer. Et moi, je me rappelle, et ça, c'était déjà adulte, parce que j'étais à Paris déjà, donc ça fait 13 ans que je suis à Paris. Et j'avais rencontré un garçon. Il est venu à la maison. On avait commencé à déshabiller, tout ça, mais moi, je ne sentais pas la chose. Donc, j'ai dit, écoute, je suis désolé, ça ne va pas le faire. Enfin, Pourquoi tu sentais pas la chose? Tu sentais qu'il allait pas accepter? non, c'était parce que, je sais pas, il y avait un truc, ça ne se passait pas avec ce garçon. Et donc, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, il faut qu'on arrête là. Non, t'inquiète pas, je comprends. Il est parti. Et 10 minutes après, il m'envoie un message me disant, de toute façon, dès que j'ai vu ton sac dégueulasse avec plein de taches, ça m'a dégoûté. Et tu vois, c'est de la méchanceté gratuite. Fait exprès pour te blesser. Tu lui avais pas dit que tu avais le vitiligo? Non. Ça a été un problème aussi avec mes copains à l'époque, tu vois. Parce que la première fois que tu fais l'amour avec quelqu'un et tu dois te montrer à poil, tout ça, même si j'ai maintenant confiance en moi, c'était un travail, hein. Un gros travail pour avoir confiance dans mon corps. C'est quand même un peu, c'est très intime, pas tout le monde il a forcément envie de comprendre, mais après, c'est même pas question de comprendre, je suis comme ça, point barre. Si ça te va, c'est comme ça, sinon ciao. Tu vois. Mais la méchanceté gratuite parfois vis-à-vis des autres, c'est vraiment bête. Parce que malheureusement, dans la vie, tu peux faire mal à les gens, ça peut arriver.
Mais tu ne le fais pas forcément exprès. Ça peut arriver pour certaines choses, pour des décisions que tu prends et tout ça. Mais quand c'est gratuit et fait exprès pour faire du mal, alors là, c'est de la vraie méchanceté. Et c'est horrible. Tu prenais des antidépresseurs? Alors, la première fois que que je suis tombé, enfin, j'étais malade de dépression, non. J'étais juste chez des psys. Parce qu'en fait, il faut dire que malheureusement, le premier psy que j'ai vu, à peu près 5 6 mois, il a dit à ma mère, je ne sais plus quoi faire. Il faut que vous changez de psychologue parce que je ne peux pas aider Hermano. Donc c'était un peu dur. On a trouvé notre psychologue avec lequel je suis resté longtemps. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, les choses se sont améliorées sans prendre aucun médoc. J'ai arrêté, donc non, je continue à faire de la psychologie, des séances de psy, mais je ne me sentais pas en dépression à ce moment-là. J'allais beaucoup mieux. Et comme souvent ça arrive, j'ai eu une rechute. C'est là que j'ai perdu donc en 2e année d'école. Et là, ma psy, vu que même pour elle, c'était une faillite, parce que forcément, c'est son travail, elle a dit à ma mère, bon, je pense que malheureusement, c'est le moment de prendre des antidépresseurs. Et du coup, bah oui, j'ai commencé les antidépresseurs pendant 2 ans. Ça aide? Alors, moi, je crois que oui. J'avoue que je serais pas capable de te dire si j'ai ressenti quelque chose. Je sais que j'ai commencé à aller mieux. Mais c'est un ensemble de choses, toi. Pour guérir, c'est ta force à toi, c'est le psychologue avec lequel tu travailles, et aussi les antidépresseurs. Et il ne faut pas avoir peur ni d'y aller chez un psy, ni de prendre des antidépresseurs si tu es bien suivi. Donc moi, j'étais bien suivi. Et tu avais une passion aussi. Ouais. La danse. La danse, exactement. Qui m'a extrêmement aidé. Extrêmement aidé. Dans quel sens? Bah parce qu'en fait, la danse, c'est une forme d'expression. Comme ça peut être n'importe quoi, l'art en général, l'écriture, le dessin, tout ce que tu fais dans la vie avec passion, c'est une passion. Et ça te permet d'exprimer tes états d'esprit. Et la danse, c'est ce qu'il m'a fait. Avec la musique, ça m'a permis de m'éloigner. Moi, je me rappelle, à 18 ans, ma mère et mon père qui criaient énormément dans l'appartement. Et moi, je mettais la musique à fond pour ne pas les entendre, en fait. Et donc la musique m'a sauvé, la danse m'a sauvé parce que ça m'a permis de connaître plein de gens, des danseurs, ça m'a permis de m'exprimer, ça m'a permis de changer mon corps, de me modifier, de transformer mon corps aussi. Et tout ça en relation, bien évidemment, à un parcours dans la psychothérapie, c'est toujours suivi avec des psychopharmes. Tout ça, en fait, dans la vie, au moment que tu commences vraiment à creuser au plus profond de toi-même, eh ben, c'est là que commence le vrai voyage, toi. Le véritable voyage, ça commence là. Quand tu arrêtes de penser à la surface des choses, mais tu essaies d'aller plus loin. Quand tu essaies de savoir qui tu es, quand tu essaies de savoir qu'est-ce que tu veux, et que tu te rends compte qu'en fait, tu n'es pas seul, mais tu n'es pas seul parce que tu es entouré. Mais tu n'es pas seul parce qu'il y a déjà toi qui tu dois t'aimer. Tu as besoin de travailler sur toi. C'est un sacré boulot, mais vraiment, je le dis à tout le monde à chaque fois, c'est un sacré boulot, travailler sur soi-même. Il faut avoir les couilles pour le faire. C'est un boulot à plein temps. C'est un boulot à plein temps. Et moi, j'ai commencé très tôt. Je ne dis pas que je souhaite ça à tout le monde parce que ça serait bête. Mais je souhaite au moins à tout le monde de prendre conscience de soi-même le plus tôt possible. Et de ne pas avoir peur d'affronter tout ce que ça fait partie de la vie et surtout de ce qui nous sommes en fait. Tu disais tout à l'heure, je suis arrivé en France il y a à peu près 13 ans. C'est ça? Tu avais donc 14 ans. 29 ans. Tu avais 29 ans. Tu viens avec ton compagnon Alors, avec qui tu étais? J'ai eu une très longue relation en Italie avec un garçon italien qui s'appelait Alessandro. Et je suis resté avec lui 8 ans. Et le dernier année, en fait, bon, c'était une histoire à la fin un peu compliquée, mais j'ai choisi de venir à Paris. Et donc, lui, il venait ici, après il rentrait en Italie, après il revenait ici. Et ça a été comme ça pendant 1 an. Ouais, jusqu'à mes 30 ans, 29 ans. Et c'était le premier amour.
Donc, moi, j'ai pas eu de longue histoire pendant longtemps. J'ai eu quand même des histoires importantes, 4 d'ailleurs, 3-4 dans la vie. Et les autres, c'était des petites amourettes, quoi, de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, bon, malheureusement, la relation s'est terminée. Quand j'avais justement 29 ans, 30 ans, ça faisait 1 an que j'étais à Paris. Et lui aussi, donc? Ouais. Et du coup, bah, on s'est séparés. Lui, il a décidé de rentrer définitivement parce que, bon, de toute façon, il ne pouvait pas non plus faire des allers-retours tout le temps. Parce que Ok. c'est pas. Et pourquoi tu avais choisi de venir à Paris? Est-ce que c'était pour toi qui t'avais suivi? Ouais. Alors, en fait, moi, j'ai choisi l'idée des bases, c'est partir à New York, vivre à New York. Parce que moi, j'ai Ah, vécu c'est pour là-bas. ça que t'aimes bien New York et que tu y Ouais, vas souvent. exactement. J'ai vécu à New York pour la danse et tout ça, j'allais là-bas et tout ça. Et l'idée, c'était partir définitivement là-bas. Mais c'était trop compliqué entre le visa. À l'époque, je ne parlais pas anglais couramment comme maintenant. L'argent, parce que ça coûte très très cher. Et bah, je tombe sur Paris, parce qu'à l'époque, il y avait à Bercy, il y avait un spectacle qui s'appelait Juste Debout, où tous les danseurs du monde, ils étaient réunis. Donc, je suis venu ici pour voir ce spectacle avec des amis danseurs et tout ça. J'ai connu des danseurs et ils m'ont dit non, mais viens ici, la danse est magnifique ici, t'inquiète pas. Et voilà. Et du coup, bah, j'ai commencé, je suis venu ici. Au début, c'était 3 mois, après, j'ai dit 6 mois, après, c'est 1 an, et là, ça fait 13 ans. Et donc, mon copain, justement, il ne voulait pas me laisser tout seul non plus, donc il faisait des allers-retours tout le temps, et voilà. Mais après, moi, bah, tu vois, c'est la première fois dans ma vie où j'ai vraiment fait du mal à quelqu'un sans le vouloir, parce que je l'ai quitté, ce garçon, parce que je suis tombé amoureux d'une autre personne, que j'ai rencontré sur un tournage d'un vidéoclip. Je sais pas si tu connais la chanteuse Gina Lee. Oui, J'aimais. Bon. mais bien sûr. J'aimerais tellement te Tellement dire que je n'ai plus peur, mais mais que je je n'ai n'ai plus plus les les mots. mots. Oh, oh, oh. Bravo! Une nouvelle fois, baby, pardonne-moi si je fais un faux pas. Tu Bah le dis sais, donc! j'aimerais tellement te dire que je n'ai plus peur, mais je n'ai plus les mots. Oh, 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 Oh. oh, Eh oh. ben c'est ça. C'est J'adorais. elle, exactement. Gina Lee. Et du coup, j'ai tourné des clips avec elle. Et sur un tournage, j'ai rencontré un garçon qui était un comédien là-bas. Et j'ai eu toute une sensation bizarre. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et après, bon, voilà, les choses sont développées comme ça. Je me suis mis avec lui, enfin, j'ai commencé à sortir, je l'ai connu, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait entre nous. Bon, en toute honnêteté, j'ai couché avec lui, même si j'étais avec un autre. J'aime bien ton honnêteté. Voilà, c'est la vérité. Et je ne me suis pas du tout senti coupable. Et c'est là que je me suis dit, il y a un problème. Parce que tu ne peux pas faire ça, déjà, parce que le mec, Alessandro ne le mérite pas. Moi non plus. Voilà, parce que c'est important. Et donc, je suis rentré en Italie et on s'est séparés. Très difficile, parce que tu es un vrai Italien, hein, un vrai macho italien, donc très compliqué la séparation. Tout le monde, tous mes amis à l'époque, ils m'ont détesté, mais tout le monde, j'ai arrêté de parler avec tout le monde, c'était un truc. Tout le monde, personne ne voulait plus me voir. Parce que j'avais quitté Alessandro après 8 ans, tu te rends compte pour un autre mec, t'es en voilà, voilà. Mais moi, j'assumais que je l'aimais plus et que j'étais en train de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Et c'était comme ça, pendant 2 ans, avec un comédien français, Guillaume. Voilà. Salut Guillaume. On le connaît? Non, non. Et vous êtes restés ensemble combien de temps? 2 ans, 2 ans. ouais. 2 ans magnifiques. Je me suis senti très très aimé. Et après, c'est fini l'histoire, d'accord. Donc, cette fois-ci, c'est lui qui il m'a quitté. Et j'ai souffert comme un chien, comme tout le monde d'ailleurs. Mais tu sais, le problème, c'est justement tout revient, c'est hallucinant, tout revient à l'enfance. En fait, j'ai répété à chaque fois les mêmes histoires. Les mêmes histoires. Moi, j'étais à fond sur quelqu'un. Cette personne prenait toujours une place énorme dans ma vie. Il était toujours avant moi. J'ai idolâtré le personnage, la personne que j'aimais. Et tout ça à cause, enfin, suite, disons pas à cause, mais suite à mon enfance où je devais toujours être le meilleur, je devais toujours être parfait, je devais toujours être le plus sympa, la personne qui disait toujours oui, ma mère devait toujours être dans le meilleur des conditions possible. Et ça a réversé sur ma vie sentimentale. Et est-ce que c'est ce premier amour, Alessandro, c'est ça dont tu me parlais, qui est parti récemment? Ouais,
Tu m'en avais parlé après. Ouais, Quand on est rentré de vacances, on bravo. en avait parlé. C'est ça, hein? Ouais, exactement. Il est C'est lui? décédé. Ouais, il est décédé cet été dans un accident, pardon, dans un accident de moto. Et il avait 39 ans. Et c'est un truc, ça m'a choqué. Tu l'as appris comment? Eh ben, j'étais en vacances et j'ai reçu des messages pour me dire en fait, il y a quelque chose de très grave qui s'est passé. Mais ils ne veulent pas me le dire tout de suite. Et je ne comprends pas. Et, euh, et après, quelqu'un d'autre m'envoie un message, me dit écoute, il faut que je te dise une chose, Alessandro, il est parti. Ça m'a fait un choc parce que c'est à qui ferait pas un choc. Surtout les morts tragiques, toi. Parce que quand c'est une maladie, tout souffre, bien évidemment, mais tout te prépare. Alors qu'il y a des accidents comme ça, c'était même pas sa faute. C'est une voiture qui allait contre lui, donc, et il est mort presque tout de suite. Ouais, ils ont essayé pendant 20 minutes de le réanimer, mais ça, ils n'ont pas réussi. Et en plus, on était toujours en contact. Parce que c'est quelqu'un qui m'a. On s'est tellement aimé. En fait, je porte toujours même son bracelet, tu vois. Parce que c'est un cadeau. Je trouve que c'est un geste tellement fort, l'amour. C'est quelque chose de tellement fort qui ça sera toujours avec toi. Et je suis sûr qu'il me protège, toi. Mais c'était très, très, très dur cet été quand c'est arrivé. Ça t'a refait remonter des souvenirs à la surface? Oui, ça m'a fait remonter des souvenirs. Après, tout est fait de mal tout seul parce que tu vas aller voir toutes les photos, tu vas écouter tous les vocals qu'il t'a envoyés, qu'il m'avait envoyés, toutes des choses comme ça. Et, Et et pour ton copain actuel, euh, c'est pas un secret, hein? non, non, Tu es en couple, tu es très heureux dans ton ouais, couple. Ça n'a pas été dur oui, pour lui de voir la personne qu'on aime pleurer, même si c'est humain et c'est normal, pour une pour, autre personne qu'il a aimée à un moment donné de sa vie? oh oui, c'est très, très, très compliqué. Après, l'histoire que j'ai actuellement, c'est une histoire très différente par rapport à tout ce que j'ai eu jusqu'à là. Parce que moi, je suis plus la même personne grâce à la psychothérapie. Parce que bon, après, j'avais recommencé la psychothérapie il y a 4 ans, je l'aurais fait quand même 1 an et demi, 2 ans, ici encore à Paris, la psychothérapie, suite à une histoire mal terminée aussi. Euh, et du coup, oui, c'était très compliqué pour lui aussi, parce que lui, en plus, il a un caractère, il a une enfance aussi très particulière, un peu compliquée. Et du coup, il est pas, il m'aime beaucoup, il m'aime énormément, mais parfois, il n'arrive pas forcément à comprendre les situations et les états d'esprit qui lui appartiennent pas. Et il y en a plein de gens comme ça, c'est pas forcément un défaut, c'est juste que c'est des gens comme ça. Voilà. Et comme tu dis, je pense que pour n'importe qui, ça serait compliqué de voir la personne que tu aimes souffrir pour une autre personne qui a aimé avant. Donc il a été présent, mais moi aussi j'essayais d'être pudique sur ça et de m'éloigner pour pas qu'il me voie trop pleurer parce que c'est Oui, quelque mais chose. encore une fois, comme Hmm. quand tu le faisais enfant, tu caches, Oui, tu ouais. joues. Oui, parce que mais là, c'était plus une sorte de protection bête, peut-être, parce que je ne voulais pas qu'il se sente coupable ou inerme Ah, vis-à-vis de ma souffrance, toi. Parce que vis-à-vis de la souffrance des gens, tu es forcément t'es inerme, parce que c'est que toi qui peux vraiment guérir de la souffrance. Et je ne voulais pas qu'il se sentait coupable pour ça. Donc, euh, donc oui, j'ai essayé je dis pas de me montrer fort parce que c'est pas vrai, parce que j'ai pleuré, mais au moins et j'ai essayé de temps en temps de me cacher un peu, où j'appelais des amis qui connaissaient aussi Alessandro. Genre ma meilleure amie, moi j'ai un des meilleurs amis, enfin ma meilleure amie elle vit en Italie encore, et on s'est connus, moi j'avais 18 ans, donc elle le connaissait, donc voilà, des gens comme ça, tu vois. Je me fais entourer des gens qui connaissaient la personne aussi pour essayer de remonter doucement la surface. à quel moment c'est venu la télévision, Hmm. l'envie d'image, tu vois, à Paris? Est-ce que c'était avec Qui veut épouser mon fils? Oui, C'est vrai? ouais, tout à fait, hyper drôle. C'est arrivé par hasard. Alors moi j'ai toujours aimé le monde artistique, point. Euh, j'ai toujours été bizarrement excentrique après la dépression. Ah, tu t'es Euh, découvert une autre personnalité. oui,
En fait, je pense que c'est ma personnalité qui m'a sauvé parce qu'elle elle est définitivement ressortie. C'est vrai. Et c'est moi-même qui je me suis sauvé grâce à moi-même et grâce à la Donc psychanalyse. c'est le vrai toi et pas celui que tu jouais en fait. Exactement, exactement. Et du coup, même à l'école, les dernières années au collège et tout ça, et à plus, face à la danse aussi, tu es obligé de t'exposer. Parce que c'est comme ça, les gens ils te regardent. Enfin, c'est comme ça. Et j'ai toujours aimé, là j'aimais cette chose. J'arrive à Paris, bon c'était compliqué au début, hein, très très compliqué. J'avais pas de boulot, j'ai essayé la danse et tout ça. Après, j'ai travaillé chez McDonald's, j'avais pas l'argent pour manger, donc je mangeais pas parfois. J'ai gagné rien du tout, donc voilà. Et après, j'ai trouvé des boulots, tout ça, les choses ont commencé à aller mieux. Et je me suis créé même aussi, bien évidemment, des amis. Et il y avait des gens qui travaillaient à la télé. Et il y avait un garçon qui était un casteur. Elle m'a dit, est-ce que ça t'est dit d'essayer de faire un casting? Et ben voilà, donc j'ai passé le casting de Qui veut épouser mon fils, la version homosexuelle, la version gay, qui d'ailleurs c'était, je pense, la deuxième saison, parce qu'il y avait déjà eu une Qui veut épouser mon fils gay sur TF1. Je ne voudrais pas dire une bêtise, mais je crois que oui. Et donc j'ai fait l'émission jusqu'au bout. En fait, on était restés les deux, moi, deux prétendants, sur tous, et noté 14, je crois, 7 ou 8, je ne me rappelle plus au début. Je suis resté que moi et l'autre garçon. Et ben voilà, après, l'émission est finie, mais elle n'a jamais été diffusée. Bah oui, parce que j'en ai pas de souvenir. Non, jamais été Toute diffusée. l'émission n'a pas été, enfin l'intégralité de l'émission n'a pas été diffusée. Ouais, Ils ont tout jeté à la poubelle. tout jeté à la Mais poubelle. pourquoi? Et ben parce que l'enfoiré de garçon qui était là avec sa mère, et ben en fait, entre la période où il a fait le casting et le tournage, ben, il s'est marié avec son ex. Il n'a pas dit à la production. Donc on a tourné toute l'émission. Greg, je pense qu'il s'appelait. On a tourné toute l'émission. À la fin, TF1, enfin la production a découvert qu'il s'était marié parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont appelé l'ex pour le faire venir dans l'émission. Tu sais, ils font toujours ça, ils appellent l'ex de quelqu'un pour créer un peu d'histoire. Ils appellent l'ex et là, il les entend faire des trucs, il s'est dit, et en fait, ils avaient fait tout orchestré pour arriver à la fin parce qu'en réalité, ils étaient déjà mariés, ils voulaient juste faire le buzz. Quand la production l'a fait, il a dit, bon, on arrive jusqu'à la fin, on fait le tournage jusqu'à la fin parce que c'était presque fini. Et après, on verra avec TF1 si on va le diffuser ou pas. Mais TF1, elle a dit, bah, nous, on est une chaîne très familiale et on ne peut pas se moquer de notre public. Donc, on ne va pas la diffuser. Donc ça veut dire que la saison, elle a été diffusée, mais Ils nous ont tout payé. Pas l'histoire avec ce Greg. Mais on a vu le reste. Non, rien n'a été diffusé. Ils ont tout jeté dans la poubelle. TF1, il a dit, vous tournez jusqu'à la fin et après on verra. Et à la fin, ils ont décidé de ne pas diffuser l'émission. C'est dingue cette histoire. Ah bah oui, t'imagines en plus l'argent? Mais bien sûr. Parce qu'on a été beaucoup. Hein. Donc toute l'émission est partie au cimetière de la télé. Après, il y a des plaintes qui sont parties. Voilà, forcément, c'est normal. Parce que je ne peux même pas imaginer combien d'argent ils ont perdu. Et alors, j'aimerais te montrer une séquence. J'avais oublié, et en vrai, je me souviens que j'étais devant ma télé quand je l'avais vue, cette séquence-là. Tu avais participé à une émission qui s'appelle First Kiss. Non mais toi alors. C'était diffusé sur quelle chaîne? TFX? TFX, je crois. Certainement NT1 à l'époque. Ouais. Je crois que c'est ça. Et c'était une émission dans laquelle deux personnes qui ne se connaissent pas se retrouvent dans une pièce assez sombre, doivent s'embrasser, se galocher à pleine bouche, sans rien dire, avec la langue, sans rien dire, et vous pouvez parler après et seulement décider si vous voulez vous revoir, juste sur la base d'un baiser. Exact. Et tu galoches. Quel horrible moment de télé. Tu galoches un jeune homme qui s'appelle Lucas Zakouri, qui était connu à l'époque, mais qui avait fait The Island. Ouais, mais sur il était M6. gros à l'époque. Après, tout le monde était devenu connu pour ça, apparemment. Je sais pas, moi, je ne connaissais pas. Une histoire où il avait perdu beaucoup de poids, oui, je m'en souviens, parce qu'en plus, je l'avais reçu en interview. Ah bah voilà. Oui, je l'avais reçu en interview. Mais oui, il m'avait dit que dans The Island sur M6, il avait fait une occlusion intestinale. Voilà, c'était ça l'histoire. Alors, je ne peux pas vous montrer les images de ce baiser goulu. Pourquoi? Parce que certaines plateformes, sans citer de nom, ont encore du mal à accepter des baisers homosexuels
Ouais. Même le mot, parfois, il peut être difficile à prononcer. Voilà. Sinon, il y a des problèmes avec les vidéos, etc. Je pense que vous avez déjà entendu parler de polémiques comme ça. Donc, Hermano, je vais te laisser regarder l'extrait et tu vas décrire à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder ce que tu es en train de faire. Vas-y, décris. Bah, en fait, là, je galoche Luca pendant je sais pas combien de temps. Bon, ça se voit que moi, je suis pas très pris dans la situation, hein. Mais au contraire, lui, oh là là, on poulpe là, quoi, avec les... Voilà, il m'est touché partout avec sa langue là. Oh, les pauvres, bah, rien contre lui, mais c'était pas du tout ma cam. Mais Bah, zéro. ça arrive, hein. C'est pour ça qu'on est 8 milliards sur Terre. Hein. Les gars, horrible, je vous le dis. Non, pas lui, la situation. Ça te fait quoi de... Voilà, je vous donne juste un petit aperçu. Ça te fait quoi de revoir ça? Je dirais pas la honte parce que j'assume tout ce que j'ai fait, mais un truc, non mais non, jamais plus. Je te jure, ça jamais plus. T'as regretté? Jamais plus. Alors, j'ai pas regretté. Je vais être honnête au Oui. 100%. Alors, j'ai fait ces trucs parce que voilà, j'avais envie de faire de la télé, ils m'ont proposé ça. Alors, je ne me rappelle pas si c'était avant ou après Chasseur d'appart, mais je crois que c'était avant. Donc, j'ai fait ça. J'arrive, je vois les mecs. Moi, tu vois, je me dis, on sait jamais. Peut-être que je tombe sur un Brad Pitt français, qui sait? Mais t'avais demandé ton style, tes critères, tout ça? Oui, mais vu que c'était pas moi, j'étais entre guillemets un prétendant. Le protagoniste était lui. Enfin, la personne qui était déjà dans la salle, c'est lui qui choisit, un peu, disons. Donc, moi j'arrive, je me trouve là comme un pigeon comme ça. Je vois ces mecs-là, je dis, non, mon Dieu, ça va pas les faire. Mais, en toute honnêteté, je me suis dit, je joue le jeu, on s'en fiche. Je veux faire de la télé, tu joues le jeu. Donc, ouais, dignité sous les semelles des chaussures. Mais je joue le jeu, je l'ai fait. Voilà, un truc dégoûtant. Enfin, mais c'est pas lui qui m'est dégoûté, c'était la situation, je n'aimais pas du tout. Et lui, c'est pas mon style. Si je le rencontre dans une boîte, je ne l'embrasserai pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Là, je l'ai fait pour la télé. Et lui, il choisit de me parler après les baiser. Donc, on a juste 1 minute, je crois, une chose comme ça, pour papoter. Et il a essayé de m'embrasser à nouveau. J'ai dit, mais non, 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 on parle, on discute, comme ça, on sait qu'on est mieux. À la fin, c'était mon tour de choisir si j'aurais voulu les voir à nouveau hors émission filmée. Ah, j'adore le concept. Voilà. Et moi aussi, j'ai trouvé super intéressant. Et moi, et je vous dis la vérité, toujours pour le jeu, je l'ai fait parce qu'il ne me plaisait pas. J'ai dit oui, je pense que ça pourrait matcher. Ah, écoute, je l'ai fait pour la télé. Quoi. Oui, non, mais c'est très honnête. Bah oui. Au moins de le dire. Et Bah, bien Chasseur d'appart, c'était avec Stéphane Plaza, ça. Oui. Donc tu passes de la galoche aux appartes. Ouais, mais à attends, parce que l'immobilier. pendant Chasseur d'appart, après Chasseur d'appart, vu que ma visibilité, forcément, elle avait commenté. T'as pas galoché Stéphane Plaza. J'aurais bien aimé. Non, je rigole. On sait jamais, peut-être. Il est sexy. Ouais, il est sexy et il est très drôle. Et en fait, il est drôlement sexy. Oui. Oh, c'est bien dit. Voilà. Ouais. Et pendant Chasseur d'appart, Lucas, il revient. Non. Je te jure. Dans la Chasseur tête- d'appart? Non. Ah. Il m'appelle, il m'envoie des messages, il me dit écoute, parce que moi j'avais dit à la fin, T'imagines, tu visites un appart. il je arrive me le pour- trouve pour dedans, galocher avec tout sa l'appart. galoche là, ça va pas le faire du tout l'appartement, je ne le vendrai pas. Non mais laisse tomber. Non mais il m'envoie des messages. Parce que même après le troisième rendez-vous que j'ai eu pendant sur de Kiss, First Kiss, j'ai dit ça va pas les faire, c'est pas grave, au revoir aux caméras. J'ai fait Chasseur d'appart, on fait 2,5 millions, donc un super succès, tout le monde content et tout ça. Et bien évidemment, lui il revient, il me dit écoute, tu sais quoi, on s'est mis en couple, Hermano, parce que tu vois, tu viens de faire Chasseur d'appart, tu as un super succès, moi j'ai fait des Islands et tout ça, on va faire la couple buzz. Je dis non, ça va pas les faire de tout. Alors, je peux jouer le jeu pendant dans une émission, éventuellement, mais pas comme ça. Enfin, là, non, je dis non, pas du tout. Et donc voilà, après on a arrêté, je ne l'ai jamais plus vu. Et oui, je suis tombé sur Chasseur d'appart. Et ça aussi par hasard. J'avais un ami qui était casteur là-bas, il m'a dit ça t'est dit de faire un casting. Je jure que j'ai passé tous les castings pour la télé. J'ai jamais été pistonné moi. Hein. Tout ce que j'ai fait à la télé, c'est parce que j'ai fait un casting et je l'ai passé. Donc je fais un casting pour Chasseur d'appart. J'étais chasseur d'appart aussi. J'ai travaillé dans une agence à Châtelet, hein. Rien n'était faux. Et il m'a choisi. Et du coup, j'étais en chasseur d'appart. Et c'était magnifique. Un tournage hilarant. Et pour le coup, comment t'intègres l'agence de l'amour dans Les Princes de l'amour? Est-ce que tu faisais partie d'une agence de l'amour? Pas du tout. Mais vous avez compris qu'Hermano, c'était la carte de la vérité. Hein. Ah oui, ça c'est sûr, c'est ça.
Non, pas du tout maqué, absolument. Je travaillais dans le luxe à l'époque. J'avais été Donc rentré rien dans la à mode. voir. Mais rien à voir. À la rigueur, t'aurais pu faire les reines du shopping. Mais exactement. Tout le monde il m'appelait ah t'es la nouvelle Cordula. Oui, bon, qu'apparemment elle n'est pas sympathique, je ne sais pas. C'est entre nous. Du coup il m'appelle, il y a Rebecca, une casteuse, qui me contacte sur Facebook et me dit écoute on est intéressé, s'il te plaît. Et moi je me suis dit écoute Mano, je ne sais pas, j'avais un super boulot, j'étais responsable, ambassadeur, blabla, j'ai gagné très très bien ma vie, j'étais très content et tout ça. Mais tu sais, la vie c'est comme ça. Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. Et moi, je m'en fous de l'argent, je m'en fous, je veux être heureux. Donc, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je quitte mon taf. Et j'avais déjà quand même 34, 35 ans. Je quitte mon taf, je m'en fiche, et j'essaye. Donc, je vais faire le casting. Le jour de casting, il y a tous les producteurs et tout ça. Moi, je ne les vois pas, je vois juste la casteuse. Bien évidemment, eux, ils me voyaient en vidéo. Il y a le directeur de la chaîne de l'époque. Il tombe complètement amoureux de moi. Et je n'ai même pas le temps de sortir de la salle de casting. Et j'entends tout de suite le producteur qui arrive et me dit on te veut, c'est toi. C'est toi qui en veut. Et là, j'intègre du coup les princes et les princesses de l'amour. Tant mieux pour moi parce que j'ai bien aimé, surtout la première saison que j'ai faite. Oui, la saison 7. Voilà. Je n'ai pas kiffé la saison d'après, et ça, tu le sais très bien. Mais j'étais très content de participer. Ça m'a fait super plaisir. Ça me fait super plaisir. Quelques années après, tu as un petit secret à nous partager? Un petit secret de tournage? Bon, écoute, le secret du tournage, on avait déjà en parlé, c'est pas des vrais secrets. Si, c'est des secrets dans les sens que tout est faux. Alors, je te dis la vérité. Première saison, il y avait une production assez ouverte. Alors, ils ne savaient pas comment nous placer, l'agence. Ils ne savaient pas comment expliquer l'arrivée de l'agence parce que tout était basé sur une émission en Angleterre où il y avait une agence de meeting. Ah, il s'était inspiré d'une émission anglaise. Exactement. Que c'était hyper intéressant, mais c'était pas comme ça en fait. Tout était basé sur l'agence. Dans l'agence, il y avait des personnalités de télé-réalité qui venaient de l'agence pour trouver vraiment l'amour. Enfin, disons que il était bien fait. Et c'était bien fait l'émission. Eux, ils se sont inspirés à ça, mais ils ont préféré, et je peux comprendre, donner beaucoup plus d'importance à tout ce qui s'est passé dans la villa. Donc l'agence était mise à côté, elle n'avait pas un vrai sens en fait. Je me souviens que c'était la légitimité qui était remise en cause. Oui, parce qu'en fait, on ne faisait rien en fait en soi. Oui, moi, le matchmaker, oui. Matchmaker, mais faisait juste faire check avec mes fesses, tout ça qui est matchmaker. Et tout ce que j'ai tourné, après, il est coupé. Donc, a été coupé en montage. Parce qu'il disait, non, mais c'est pas intéressant. Mais alors, quoi que ça sert? Prendre une agence. Voilà. Cette saison-là, c'est là où il est arrivé Alix. Parce qu'à l'époque, elle n'était pas connue. Elle avait déjà fait la télé, mais elle n'était pas connue. Et elle a dit au producteur, je suis prête à tout. À tout. Vous me faites faire tout ce que vous voulez, moi je le fais. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a fait tout ce qu'ils lui ont demandé. Elle a pris des citrons pour pleurer. Voilà. Moi j'adore Alix. Hein. Je l'aime beaucoup. Ah bah je vois ça. Non mais j'ai dit dire la vérité, ça ne veut pas dire pas aimer la personne. Ah, c'est vrai. Voilà. Moi, elle est géniale. Moi, mais ça c'était avant les Marseillais, etc. Avant Benji, tout ça? Si, c'était le tout début de sa carrière. Elle avait déjà fait, je pense, je t'ai dit quelques émissions, mais elle n'était pas connue. Alors que là... C'est là où il y avait Rafa, Elsa Dask, etc. Non, si, c'est bravo, excusez-moi. Rafa, Elsa Dask, Anthony Matteo, Fidji, Dylan et Raphaël. Voilà. Et c'était super sympa. Et voilà, elle est arrivée pour Rafa, il y a tous les problèmes et tout ça. Et c'est là qu'elle est devenue une star, en fait. Grâce à ça. Tu comprends pourquoi elle a explosé? Si, je comprends parce qu'elle est hyper cash, elle est très honnête, elle dit tout ce qu'elle pense. S'il veut faire une chose, elle le fait, s'il ne veut pas, elle ne le fait pas. Elle avait une envie de revanche de la vie, peut-être, qu'elle a poussé à être ce qu'elle est. Et à mon avis, elle le mérite, hein, parce que moi, je la trouve quelqu'un... Enfin, je la connais, je ne dis pas que j'ai passé ma vie avec elle ou des journées avec elle, mais par rapport à ce que je sais, moi, sur elle et ce que j'ai vu, elle est un peu dure, parce qu'elle n'a pas parfois les bons mots. Elle ne pèse pas trop les mots qu'il utilise dans certaines situations. Je me rappelle avec Camille, parce qu'il y avait Camille Frémont aussi. Ah, c'est vrai. Avec Seb Daddy. Oh, c'est vrai. Voilà. Et Jonathan, Mathias. Ah oui. Qu'ils étaient arrivés après. Elle était assez dure.
avec Camille sur certaines choses. Et Camille, elle avait pleuré. Voilà, donc je lui disais, franchement, Alix, il faut aussi peser les paroles, quoi. Les mots, ils ont un poids, hein, très important. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais en soi, je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'elle est très réelle et c'est elle, quoi. Et pourquoi, en saison 8, donc ta deuxième saison, toi, sur le programme en tant que matchmaker, pourquoi ça se passe pas comme la saison 7? Pourquoi tu kiffes pas? Parce que, en fait, il y a l'arrivée d'un nouveau producteur qu'il a décidé de tout scénariser. On aurait dit qu'on était dans les élites, quoi. Voilà. Enfin, tu as un copione, comme on dit ici, tout écrit, tu dois réciter la chose. Il faut faire ça, après elle va là, lui elle fera ça, elle fera ça. C'était la saison où il y avait Ilona, Julien, C'était la saison. Laura Lampica. Ouais, tout à fait. Laura, les Le retour de Nicolas. lignes des départs, c'était Laura, Mila, Lily Rose. Oui, oui. Voilà. Et après, les garçons, c'était Guira, Nicolas Oui. Ferrero, que j'adore, et comment ça s'appelle, et Ilan. Ah oui, et Emma Ketman. Non, Ah, elle était pas là? non. Et mère arrivée après. Ah, d'accord. Ah si, excusez-moi, t'as Ah raison. oui, c'est ça. Je suis bête. Il y a même la saison Si, qu'avait si. révélé Safia Alba, la sœur de Mila. Oui, oui. Voilà. Bravo. Et d'ailleurs, Emma a commencé comme ça. Oui. Dans le château, la première soirée, elle s'est présentée pour un Nicolas. Tout à fait. C'est ça. Vrai. C'est Voilà. exactement ça, c'est vrai. Et bah, j'ai pas kiffé parce que je t'ai dit, tout était scénarisé, parce que j'avais une oreillette où tu disais quoi faire, comment bouger, quand tu devais rigoler, quand tu devais pleurer. Moi, je peux pas. Enfin, je lui disais, mais si vous voulez un comédien, prenez un comédien. Moi, je ne suis pas un comédien. Et en plus, excusez-moi, j'ai travaillé sur moi depuis que j'ai 14 ans pour être moi-même. J'arrive à 40 ans, bon, à l'époque j'en ai 36, à avoir une oreillette pour me dire quoi faire et être une poupée. Je peux pas. Enfin, c'est vraiment à l'encontre, pas de mes principes, mais de qui je suis. C'était une oreillette pour donner des indications ou c'était pour te dire quoi faire, quoi dire, comment te comporter? C'était pas des indications. Il te disait le texte. Ah oui. Il te disait Et le tu texte. dois le restituer. Et tu dois juste le faire. Moi, Aïssa et Magali, tous les trois. Sauf que Magali, elle assumait parce qu'elle disait, moi je ne sais pas quoi faire, donc dites-moi ce que je dois dire. Alors que moi, non. Moi, je sais si j'ai envie de dire un truc, je vais être drôle, je peux le faire. Si je veux être un peu plus sérieux, un peu plus profond, je peux. Mais elle ne me le permettait pas. Et à chaque fois qu'on tournait des choses un peu plus profondes, où les gens laissaient livrer tranquillement, de façon normale, eh ben, tout était coupé. Et quand je posais la question, mais pourquoi vous l'avez coupé un tournage? Et ben, un montage, je me disais, bah oui, parce que c'est rien. Trop compliqué à expliquer, aucune valeur. Super, merci. Voilà. Et l'année d'après, quand ils ont fait avec Julien, enfin, après, bon, il y a eu Julien Berthe et Ilona, donc ça a été un grand succès, l'émission, ça c'est vrai. L'année d'après, c'est Julien Berthe qui m'a remplacé. Oui, c'est vrai. Ouais. Et que j'avais très mal vécu. Pas l'effet que Julien prend ma place, parce que Julien, je le connais très bien et je l'adore. Pas de souci vraiment sur lui. Mais la façon dans laquelle ils m'ont... déjà, ils ne m'ont pas prévenu. La façon dans laquelle ils m'ont donné juste un coup de pied dans le cul en me disant « Allez, ciao », ça, je n'ai pas apprécié. Parce qu'il faut que tu saches que même pour participer à la deuxième saison que j'ai fait, ils m'ont redemandé un casting. Non. Et ils m'ont fait paniquer. J'avais peur. J'étais sous stress. Tellement ils m'ont demandé pendant le casting. Ouais, parce que tu n'es pas drôle. En fait, il arrive à te mettre... Enfin, pas à moi, mais il essaye de te mettre une pression psychologique qui t'es bascule. En fait, tu ne sais plus qui tu es. Enfin, tu as peur de ce que tu dis presque. Et c'était juste pour un casting. Hein. Parce qu'il faut que tu montres qu'effectivement tu es sympa, parce que tu n'es pas assez sympa. Pardon? Ben, je ne suis pas assez sympa parce que vous ne me laissez pas le faire. Parce que je veux dire les blagues que vous voulez que je dise. Parce que vous voulez que je fasse ce que vous voulez que je fasse. Parce que je suis moi. Parce que, excusez-moi, mais je pense être quelqu'un de drôle. Donc, oui, je voilà. te confirme. On rigole. Voilà. En off, on rigole. J'adore quand tu fais ça. Sur un Jacques, on rigole beaucoup. Parce que toi, tu nous donnes la possibilité d'être nous-mêmes. Je suis désolé, c'est pas parce que tu es là que je veux lécher les pieds du cul, mais c'est la vérité des choses. Voilà. C'est la vérité des choses. Avec eux, j'avais pas cette liberté. Et c'était très compliqué, très dur. Et un jour, on se re-rencontre. Parce que Oui. vous l'avez compris, on s'était vu à la conférence de presse pour les Princes 7, 10 minutes chronométrées,
un bruit de dingue avec tout le staff qui mange les petits fours derrière. Et on se voit où tu viens faire un plateau. C'est sur la première saison d'Aja, Oui, je crois. Hein. 13 décembre 2021. Ah bah voilà. Ouais, tu t'en souviens très bien. Ouais. 13 décembre 2021, on se voit, on parle, on passe un super plateau. Ouais. Mais au-delà de ça, alors que on se connaissait pas plus que ça, on s'était vu 10 minutes, Ouais, 2 ans avant. exactement. On parle, mais naturel, fluide. Tu sais, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Exactement. Et puis, je ne sais plus exactement comment jeter. Moi, je le sais. Tu vas me le dire. Bah, bien Mais sûr. je sais qu'en parlant avec l'équipe avec laquelle je travaillais et tout, quand on songeait à des chroniqueurs, j'avais dit, mais je me souviens, on réfléchissait, on se disait, mais quel profil pourrait être intéressant? Quel profil pourrait être intéressant? Ça faisait un petit moment qu'on se le disait. Et un jour, j'arrive dans le bureau, je dis, je sais. Je lui dis, et franchement, quand je vais vous le dire, vous allez me dire, mais bien sûr, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Et là, je leur dis, Hermano. Tu vois, avec la tête et tout, en plus, genre fier d'y avoir pensé et tout. Hermano. Et là, elles font, mais oui. Trop ça. Et voilà comment ça s'est fait. Exactement. Et après, comment je t'ai appelé? Alors, tout n'est. Parce que moi, je me rappelle très bien. On a passé un super moment sur l'émission qu'on a fait le 13 décembre. Le public était enthousiaste. Donc, ça m'a fait super plaisir, bien évidemment. L'équipe, tout était bien. Et en partant, moi, je t'ai dit, en toute tranquillité, je dis, Sam, si jamais, je savais que tu cherchais rien, tu m'avais rien dit, hein, parce qu'en plus, c'était encore décembre, donc voilà. J'ai dit, Sam, si jamais, un jour, tu penses avoir besoin de quelqu'un de temps en temps pour venir parler, tout ça, moi, je suis là. Et toi, dans une politesse, une gentillesse magnifique, tu m'as dit, mais tu as bien fait de me le dire, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il faut le dire, les choses de temps en temps. T'inquiète pas, si jamais j'ai besoin. Et ben voilà, 3 mois après, tu m'appelles, toi, parce que tu n'as pas. J'avais oublié que tu m'avais dit ça. Bah, mais ça a dû être dans ma tête, dans un petit coin de ma tête. Voilà, ouais, parce que inconsciemment. 3-4 mois sont coulés après. Ouais, mais donc inconsciemment, forcément. tu vois, je devais encore la voir. Et tu m'appelles et tu me dis, salut Hermano, comment vas-tu de baba? Est-ce que tu aimerais bien essayer, essayer d'être chroniqueur chez nous? Et là, je dis, bien sûr! Et tout a commencé comme ça. Donc j'ai fait l'essayage, enfin l'essai, la première fois. L'essayage dans une cabine. Oui, je suis allé dans une cabine à faire l'AJA. Et là, après, bon voilà, tu m'as appelé la deuxième fois, après qu'on a tourné tout ça, tu m'as rappelé la semaine d'après, mais écoute, si ça fait plaisir, moi j'aimerais bien que tu intègres l'équipe AJA. Et moi j'ai dit ouais! Et je suis toujours aussi content. Moi aussi. Ouais, très et c'est content. toujours un plaisir Très de content. t'avoir sur l'émission. Hermano, j'ai kiffé partager ce moment. Moi aussi. J'ai beaucoup appris, mais forcément au moment de l'élaboration de l'interview, mais encore plus en t'écoutant, parce que je n'avais pas toutes les réponses, même s'il y a eu un travail pour la préparer Bien sûr. en amont. Donc je t'ai découvert, je ne te connaissais pas. On parlait, on Oui, avait, parle, hein. je savais que tu avais eu des périodes de dépression, parce que je m'étais confié moi aussi un petit peu à toi quand j'avais eu Oui. des moments difficiles, et justement, tu avais su ressentir des choses sans que je les dise forcément, parce que tu connais. Ouais. Et je pense que tu avais compris. Et tu as compris beaucoup de choses. Tu as essayé de me rassurer et tout. Mais on s'est jamais dit, tu m'as jamais Non, dit, c'est attends, vrai. je vais te rassurer et tout. Ça s'est fait naturellement. Ouais. Mais je l'ai ressenti. Et aujourd'hui, je comprends mieux beaucoup de choses. Voilà. Donc, merci pour tout. Merci à toi. Merci pour ta confiance. Et on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Hermano Barnaba. On est d'accord. Et ton compte Snapchat, c'est Hermano-bar. Mais il y a le TikTok aussi. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est quoi? C'est moi, Hermano Barnaba, pareil. Hermano Barnaba, Vous me voilà, retrouvez tout comme ça. simplement. Mille merci. Merci Hermano. à toi. Le mot de la fin, je te l'offre. Voilà, la cam, Alors, elle est là. Merci. Merci pour cette possibilité. La chose que je veux dire, c'est juste, n'ayez pas peur d'être vous-même. N'ayez pas peur de vous mettre en discussion, de prendre du recul sur vous. Il faut savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. Et quand vous n'êtes pas bien, assumez-le. Et si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider. C'est la chose la plus importante. Voilà.